Vous les avez déjà vus. C'est sûr que vous les avez déjà vus. Vous savez, ces TikTok éhontés où on essaie de faire la promotion de Valkyrie Apocalypse avec comme grande qualité du manga, la bagarre. Valkyrie Apocalypse, c'est un manga de bagarre. La raison principale pour laquelle il faut lire, c'est les patates que se foutent les personnages ou les ballons d'Aphrodite. Et toujours comme ça. Ça va faire très longtemps que je voulais faire cette vidéo. Je me suis exercé ces derniers temps sur beaucoup de points, au niveau du montage, au niveau du rythme, au niveau de l'écriture. En réalité, j'ai changé et amélioré quelque chose vis-à-vis de la chaîne, en tout cas ces derniers temps. J'espère que vous l'avez remarqué. Et tout ça, c'était avec un objectif plutôt simple, en fait, une finalité tout à fait évidente, cette vidéo. Voilà, c'était pour nous mener à cette vidéo en particulier. Et oui, certains l'ont dit, hein, ces derniers temps, les vidéos ont l'air moins bonnes. Et c'est sans doute à cause de ça. La raison principale, c'est que traiter les sujets que j'ai traités ces derniers temps en l'espace de 10 minutes, c'est pas possible. C'est tout bonnement inhumain. Quand je vous faisais une analyse de personnage, en l'espace de 10 minutes, il n'y avait absolument aucun problème. Sauf que quand je vous parle des méchants en général, de l'importance d'un manga dans la culture, 10 minutes c'est court. C'est très court. Trêve de bavardage. Qu'est-ce qui fait que Valkyrie Apocalypse est un succès? Par succès, je n'entends pas réussite économique, popularité de l'œuvre, si son anime fait des bons chiffres ou non. Cette fois-ci, on retourne à la base de la chaîne. On parle de manga, pur et dur. Et on parle en particulier de ce qui fait que Valkyrie Apocalypse est un bon manga. Une analyse complète et sans doute peut-être un petit peu trop longue. Je n'ai aucune idée de combien de temps on va faire cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle vous plaira. Et aussi qu'elle va pas flopper de fou, parce que quand même, j'ai plus travaillé que d'habitude, là. On va commencer par le plus simple et le plus logique, et je pense que certains d'entre vous vont potentiellement skipper un petit peu ou sauter cette partie. Je vous comprends, il n'y a pas de problème avec ça. Je vais présenter le manga. Je tiens à vous prévenir, dans la vidéo, il y aura quelques spoils. Il n'y a pas de spoil de résultats de combat, mais vous allez vous faire spoiler quelques chara-design, quelques combats aussi, enfin, qui contre qui. Donc, si vous voulez la surprise complète vis-à-vis de tout ça, ne regardez pas la vidéo, simplement. Après, bon, si ça vous dérange pas, allez-y, je vous spoil rien de l'intrigue qui est vraiment très important non plus. Ok, donc, Valkyrie Apocalypse, c'est un manga sorti en fin 2017 qui est encore en cours. Actuellement, on compte 23 tomes au Japon. Derrière sa création se trouve Shinya Umemura au scénario, Takumi Fukui en co-auteur et au storyboard, et pour le dessin, c'est le collectif Ajishika. Je dis bien collectif, il n'y a pas qu'un seul dessinateur, il n'y a pas qu'un seul mangaka. Le manga compte une adaptation animée en 2 saisons, produite par Netflix et animée par Graphinica. Je ne vous conseille absolument pas l'anime. Voilà, c'est dit, il est vraiment pas très bon. À côté de ça, le manga compte 3 spin-offs, ce qui n'est vraiment pas rien. La légende de Lubu, en 7 tomes, qui se concentre sur le personnage associé, donc Lubu. Les scénaristes restent les mêmes, mais c'est dessiné par Takeo Ono cette fois-ci. Le deuxième spin-off, Jack les affaires non classées, encore en cours, 5 tomes pour l'instant, dessiné par Izuka Keita. Toujours les mêmes scénaristes. Enfin, depuis cette année, un troisième spin-off appelé l'Apocalypse des dieux a débuté. Cette fois-ci, ce sont les dieux qui participent à un tournoi antérieur au Ragnarok, le tournoi de base du manga. C'est scénarisé par Otsuiku Naruse, supervisé par les scénaristes d'origine, et c'est dessiné par Ipei Okamoto. Et pour l'édition française, bon bah voilà, vous êtes au courant, c'est Valkyrie Apocalypse qui est publié par Kiyun. Pour l'instant, on a seulement l'édition, en termes de spin-off, de celui de Lubu. Je croise les doigts pour qu'on ait la suite et pour qu'on ait le reste, et pour l'instant, on se contente de ça. Avec ça, vous avez la présentation générale du manga. Je sais c'est plutôt ennuyant, mais ça reste important de préciser que le manga a quand même son importance, le manga a quand même son impact. On ne fait pas 3 spin-offs à un manga qui ne marche pas. De toute manière, il y a un chapitrage de la vidéo, donc si vous n'avez pas envie de vous taper la présentation et le synopsis, vous avez déjà skippé, c'est parti. Je sais, je suis super sympa avec vous. Passons maintenant au synopsis pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle là. C'est très important. Tous les 1000 ans, les dieux, de tous les panthéons confondus, grecs, hindous, shinto, nordiques, se retrouvent pour un vote. Faut-il mettre un terme à l'existence de l'humanité? Cette fois-ci, les dieux votent oui. L'humanité est allée trop loin, cette dernière doit disparaître. Intervient alors Brunhilde, aînée et chef des Valkyries, rappelant une loi ancestrale nommée Ragnarok. 13 combats doivent avoir lieu. 13 humains affronteront 13 dieux. Le premier camp qui obtient cette victoire obtient gain de cause par essence. On va donc suivre la progression de ce tournoi à travers le manga. Au programme, vous avez donc les combats, mais aussi les manipulations qui se passent en coulisses, et les vrais objectifs de certains personnages qui semblent utiliser le Ragnarok comme un prétexte pour des dessins plus sombres. Et donc on peut entrer dans le vif du sujet, parce qu'avec ce synopsis, on arrive immédiatement au premier point, au point qui fait que le manga est une réussite. Le concept de tournoi, c'est pas le plus original. Vous le voyez dans plein de mangas, ça marche toujours, mais c'est pas original. Le concept de ramener des dieux ou des personnages historiques dans un manga, pareil.
On l'a vu pas mal de fois. Mais un concept où les grands noms de ce monde doivent aller affronter les dieux de tous les panthéons confondus dans un tournoi, ce mix-là, il est nettement plus original. On peut pas expliquer le succès de l'œuvre uniquement par son originalité. Mais l'originalité, c'est un plus. Bah, ça serait idiot d'aller contre ça. En réalité, pour moi, il y a deux choses à retenir dans ce synopsis, deux choses qui contribuent énormément au succès du manga. La première chose, c'est l'attachement de l'humain pour les mythes et les vieilles histoires. On se plaint très souvent du fait que les gens ne connaissent pas leur histoire, mais les gens aiment quand même les histoires. Ils aiment qu'on leur raconte, ils admirent les figures du passé qui ont changé le monde. Rien que la perspective de voir ces personnages revivre à travers un manga, c'est plaisant. La même chose peut être remarquée pour les dieux et les panthéons. Je sais pas vous, mais déjà gamin, la mythologie, ça me fascinait. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, hein. Il y a vraiment beaucoup de gens qui apprécient la mythologie. La preuve, tout le monde connaît Zeus. Tout le monde sait qui c'est Zeus. Mais la vraie question, c'est pourquoi la mythologie, ça nous plaît tant? Voilà, pourquoi toutes ces histoires-là nous plaisent? Pourquoi on les aime? Je vous avais déjà parlé de la théorie de la colonne, vous savez, rien ne naît de rien, on s'inspire toujours de ce qui est venu avant nous. Je vous ai aussi parlé de la théorie comme quoi tout est une réécriture de vieux mythes. Ça, normalement, si vous regardez toutes mes vidéos, vous êtes au courant. Si vous les regardez pas, c'est pas grave, parce que de toute façon, je viens de vous expliquer le truc. Fatalement, pour Valkyrie Apocalypse, bah ça joue aussi. On attribue la majorité des histoires comme la réécriture de 3 histoires en particulier. 1, celle des textes sacrés, et 2 écrits d'Homère. L'Odyssée et l'Iliade. À nos yeux, tout ou presque dérive et vient de ces écrits-là. Tout s'influence, et donc, si on remonte le fleuve assez haut, fatalement, on tombe sur ces œuvres-là. On tombe sur ces écrits-là. C'est comme ça. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais déjà, ça, c'est assez stylé. L'humain a besoin des mythes, l'humain a besoin de ces légendes. Quand on connaît ces mythes, ces légendes, quand on se les approprie, on peut créer quelque chose de fantasque, de nouveau. De plus, très souvent, ces histoires viennent avec une moralité, avec une morale. L'humain ayant besoin d'un code moral et très souvent de lignes de conduite, pour ne pas non plus trop dévier de sa conscience, et surtout de son libre arbitre, va très souvent s'intéresser aux histoires pour que ces dernières lui attribuent des règles. On crée notre propre demeure sur les fondations de ce qui nous précède. D'un point de vue créatif, le manga est donc assuré de faire un sans faute, puisque la moitié des personnages est déjà décidée à partir de ça. La moitié des personnages, aka les dieux, c'est les personnages qui ont vécu ces mythes. C'est les personnages qui ont exprimé ces morales. Fatalement, ça peut que donner quelque chose au minimum de potable. Reprendre les vieux classiques, c'est quelque chose qui marche quasiment systématiquement, si on sait bien le faire. Des fois, les vieux classiques, c'est pas ça. Pour l'efficacité des mythes, on tombe à peu près tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième point. On s'est déjà intéressé aux dieux et à leurs mythes, donc fatalement, on va s'intéresser aux humains et à leur histoire. Alors, très souvent, l'histoire a aussi sa part de légende et sa part de mythe. On va en parler. Pareil que sur le point précédent, prendre des personnages historiques, c'est une garantie d'assurer quelque chose. Si l'histoire se souvient des gagnants, pas seulement, l'histoire se souvient surtout des grands noms. L'histoire se souvient des fortes personnalités. L'histoire se souvient de ceux qui ont apposé la marque de leurs mains sur le monde. Naturellement, les gens s'intéresseront à ces personnalités. L'humain est ainsi fait, on aime particulièrement s'attacher à certaines valeurs, et pour nous, certains personnages historiques représentent ces valeurs. Évidemment, on a tendance à idéaliser ces figures parce que, on les a pas connues. Mais les faits sont là. On aime se comparer, et on aimerait être comme certains de ces individus. Là, vous avez mon avis sur la création des personnages, mais c'est trop simple. Ouais, c'est encore trop simple. Il y a plus que ça. On ne crée pas seulement une œuvre via ces personnages. Il y a plein de trucs qui font qu'on écrit une histoire. Mais ça, on va y revenir plus tard dans la vidéo. Oui, la vidéo est déjà trop longue. Pour l'instant, on se concentre sur les inspirations. Et la question est la suivante. Quelles sont les autres inspirations et comment on les utilise? À mon sens, il y en a plein. Je vais donc vous faire une liste de petits exemples, parce que je sais que vous adorez ça. Le manga connaît et maîtrise ses codes. Quand vous lisez Valkyrie Apocalypse, certains hommages à d'autres grandes œuvres vont vous sauter aux yeux. Certaines chorégraphies inspirées de Dragon Ball, le fameux flashback en référence à SNK, certaines cases qui sont littéralement des décalqués de cases de Kuto no Ken, on en est là. Ou même encore le nombre faramineux de références qu'il y a à Saint Seiya. Je le dis honnêtement, je pense sincèrement que les auteurs sont fans de Saint Seiya. Le manga respire l'amour de cette œuvre par tous les pores de sa peau. Mais on peut pas se contenter de ça. Il faut préparer tout un environnement. Vous aurez donc des références au langage des fleurs, à de vrais faits historiques, à d'autres œuvres, à l'histoire en elle-même. Une des majeures forces du manga, c'est sa pluralité. Vous aurez même parfois des planches qui sont des reprises de certains mèmes. Les auteurs veulent tout réussir, que tout ait un sens. Vous avez des références à des affiches de films, même parfois. Non mais vraiment, ils utilisent tout. On peut donc se poser la question, pourquoi il y a autant de références dans ce manga à d'autres médiums, et surtout sur autant de domaines? En fait, la raison, elle est très simple. Il n'y a pas qu'un seul mangaka.
C'est aussi bête que ça. Normalement, vous avez une personne qui travaille sur un manga, voire deux. Là, c'est au minimum 4 personnes. Et ça joue énormément. Valkyrie Apocalypse, c'est une œuvre plurielle. Valkyrie Apocalypse, c'est une œuvre qui met en commun au minimum 4 cerveaux. Donc plusieurs passions et plusieurs vécus. Si vous voulez un exemple assez simple, il y a un petit calepin qui s'appelle les archives visuelles. C'est un petit calepin qui vous dit comment ont été créés les personnages. Et dedans, vous apprenez et on vous dit le rôle de chaque dessinateur. Sachez qu'il y en a un qui se concentre sur le chara-design, un qui se concentre sur la musculature et un qui se concentre sur la mode et les habits. Et rien que ça, ça valide ce que j'ai dit plus tôt. Chacun a son domaine d'expertise. C'est un travail d'orfèvre. Et oui, car non content de faire beaucoup de références, le manga connaît et maîtrise ses sujets très souvent et très bien. On a affaire à des gens qui font des recherches, on va en parler un petit peu après, mais l'exemple particulier et le plus probant, c'est celui de la musculature des personnages. Chaque personnage affiche une musculature logique vis-à-vis de sa manière de se battre et de sa discipline. Prenez Thor par exemple, il a tendance à beaucoup se voûter en combat, donc il a des abdos surdéveloppés. C'est logique. Là, on s'est intéressé au premier gros point du manga, c'est-à-dire ses inspirations. Mais il y a autre chose. On va s'intéresser à un nouveau point. On va s'intéresser à quelque chose d'autre. Quels sont les thèmes qui vont nous toucher? Qu'est-ce qui fait que notre attention va se faire happer par cette œuvre? Ok, c'est un moment où je vais parler de concepts de sciences politiques. Je vous promets, ça va être intéressant. Est-ce que vous connaissez l'effet underdog? L'underdog en anglais, c'est le terme qu'on utilise pour décrire le dernier du classement, celui duquel on n'attend rien. L'effet underdog, c'est ce qui se passe quand dans les sondages, un candidat est derrière et que certaines personnes vont voter pour lui afin de le soutenir. C'est souvent contredit et ça s'annule selon beaucoup de sociologues avec l'effet bandwagon. Oui, bon ok, l'effet bandwagon, c'est l'effet qu'on utilise pour décrire le fait que les gens sont des moutons. Vous savez, on suit l'avis de la masse, etc. Ça s'appelle l'effet bandwagon. Je vais pas tout vous expliquer dans cette vidéo, on n'est pas là pour faire de la science politique, mais voilà, bon, moi maintenant vous savez. Donc, pourquoi l'effet underdog? Déjà, je savais que ça allait attirer votre attention. Il y a une autre histoire liée à ça que vous connaissez très bien. Un récit classique, vieux comme le monde, qu'on retrouve très souvent dans les mangas. Un thème super récurrent. David contre Goliath. Comment le petit réussit à triompher du grand? Dès le début du manga, c'est clair et on vous l'annonce. Il n'y a absolument aucune chance pour que les humains puissent vaincre les dieux. Le score, ça sera 7-0. Même à 2 contre 1. Ils perdront. C'est une fatalité. De plus, on vous montre immédiatement les dieux comme les ennemis, les méchants de l'histoire. Même si l'humanité a ses torts, les dieux veulent tout détruire parce qu'ils le peuvent et ils sont en position de force. Même, ça les amuse, en fait, de faire un tournoi pour la survie de l'humanité. Eux, ils jouent avec nous, littéralement. Rien qu'avec ce genre de présentation dès le premier chapitre, ça donne au lecteur l'envie de se rattacher aux côtés des humains. Même si on a plein de failles, on parle quand même de la mort de plusieurs milliards de personnes. On a peut-être le droit de vivre quand même. Et pour cette raison, l'effet underdog, David contre Goliath, on a envie de voir le petit gagner. Parce que c'est pas mieux que le petit gosse qui ne paye pas de mine et qui fait de son mieux réussisse à vaincre le géant arrogant et méprisant. Cette idée, elle est simple, mais elle a un mérite, ça vous lance dans l'histoire. Vous avez des objectifs clairs et simples dès le début. 13 combats, l'humanité doit en gagner 7 pour survivre. Est-ce qu'elle y arrive? Quel combat elle va gagner? Comment? Ok, et si on continuait? Parce que c'est pas fini. Avec ma coupe de cheveux atroce. Vous allez voir ça, c'est Jeanne d'Arc. D'accord? On a parlé des inspirations, de l'énergie qui fait qu'on a envie, qu'on s'intéresse à ce manga, qui dit « je vais continuer un peu quand même quelques chapitres, ça m'intéresse ». On s'est aussi intéressé à comment l'œuvre fait pour happer notre attention, comment elle va mettre en place ses sujets pour qu'on s'y intéresse, pour qu'on s'investisse dans notre lecture. Et là-dessus, elle a gagné. Vous avez lu le premier tome. En tout cas, vous l'avez ouvert. Petit moment de pause. Parce que la vidéo est longue, j'ai tout faire. On continue. Maintenant, on passe aux choses. C'est quoi qui fait la qualité de Valkyrie Apocalypse? Pourquoi le manga est bon? Qu'est-ce qui fait que le manga est une réussite? Je vais être clair et honnête, les auteurs de Valkyrie Apocalypse connaissent leur sujet. Et ça, c'est la plus grosse force du manga à mes yeux. En tout cas, une des plus grosses forces. On le ressent énormément, mais chaque combat est sensé, chaque combat est bien huilé, chaque combattant est mûrement réfléchi. Il s'agit de personnages historiques et mythologiques. On pourrait ne pas du tout s'intéresser à leur histoire, à qui ils sont, et juste profiter du prestige de leur nom. Mais ça créerait une œuvre inintéressante et bancale. C'est bien plus intéressant et qualitatif de se concentrer sur les personnages en eux-mêmes, et surtout en respectant une partie de leur histoire. Vous verrez bon nombre de petits clins d'œil à ça. La feuille de figuier pour Adam. Parce que oui, dans les peintures c'est une feuille de vigne, mais dans la Bible, c'est une feuille de figuier. Voilà, ça personne ne le sait, ça. Le manga il l'a fait. Apollon invoque une Artémise d'Éphèse durant son combat. C'est super relou à dessiner, mais les auteurs l'ont fait. Les auteurs, ils connaissent l'histoire, ils connaissent les mythes. Il y a de nombreux clins d'œil qui y sont faits, et si vous aimez ces domaines, vous serez forcément charmé. Je compte même plus le nombre de références à des peintures classiques que les auteurs ont fait. C'est super, super plaisant. Je coupe un peu cette partie-là, voilà, je rabote un petit peu, parce que si je commence à vous parler des références du manga et comment les auteurs les utilisent, la vidéo fait 6 heures. Voilà, peut-être que, voilà, un jour je fais une vidéo sur les références, voilà, ça mériterait sa propre vidéo. Mais voilà.
Ok, j'ai compris. Je vous fais une toute petite liste. Voilà, je vous fais une petite... Je sais que vous voulez en savoir. Je sais que vous voulez savoir. Je sais que vous voulez en savoir plus. Toute petite liste. Allez, c'est pour moi. Lubu qui pleure à son exécution, c'est vrai, il a supplié sa vie en demandant des chevaux à Tsao Tsao pour en faire un empereur. Thor qui a un marteau qui lui revient toujours dans la main en invoquant la foudre, son utilisation principale est là pour tuer des géants, ok, c'est valide. Zeus qui est un fou furieux. Désolé, on a vraiment peu de trucs sur lui dans le manga, c'est juste un mec qui aime se taper. Adam, je vous l'ai déjà dit pour les feuilles de figuier. Poséidon aurait déjà essayé plusieurs coups d'état contre Zeus. Son flashback, c'est un clin d'œil à ça. Sasaki n'aurait jamais existé et serait en réalité le mix des adversaires de Musashi. Donc le personnage réutilise les techniques de ses adversaires, purement logique. Jack n'aurait jamais existé. On apprend dans le spin-off que Jack est un usurpateur. Héraclès s'appelait en effet Alcide avant de devenir un dieu. Raiden s'était vu interdire d'utiliser ses techniques de Shumo, c'est un vrai fait. Rudra, c'est l'alter ego destructeur de Shiva dans les mythes. Bouddha suit les étapes de la vie du vrai Gautama. Arjun, de son vrai nom Mara, c'est la 8ème étape du parcours de Bouddha. Sin aurait en effet été sauvé par une femme dans sa jeunesse selon certaines archives. Hadès, durant la gigantomachie, n'est pas présent. Bah dans le manga, il y a une raison à ça, c'est parce qu'il est à Elaim en train de contenir les titans. Tesla était fasciné par les colombes et les pigeons. Belzébuth est l'autre nom de Satan, donc son autre face. Les Spartiates sont en effet allés se battre durant les Carnéides. Apollon et Artémis, je vous l'ai déjà dit. Plusieurs des artefacts de Susanoo sont vus pendant son combat, notamment son miroir. Okita est en effet mort quelque temps après sa disparition à cause de l'incident d'Ikedaya. Sa disparition sur le champ de bataille, c'est pas ce qui mène à sa mort. C'est arrivé bien plus tard, quand il était assigné à résidence. Les auteurs connaissent leur sujet. C'est un fait. Il y a plein de références à ça en permanence. Et donc c'est le moment où je me fais un petit plaisir. Je vais vous parler d'une qualité, l'autre grande qualité du manga, de l'œuvre en elle-même. Connaître l'histoire, c'est mignon. S'en servir pour sa propre histoire, c'est cool. Mais il y a un truc encore plus intéressant à faire. Et ce truc, c'est jouer avec les croyances, c'est jouer avec l'histoire, c'est jouer avec les mythes. Là, si vous arrivez à faire ça, vous êtes très bon. Et c'est sans doute le truc que le manga fait le mieux. Tout au long de votre lecture, vous allez faire face à quelque chose. Les auteurs font des choix, les auteurs créent leurs personnages en fonction de ces choix historiques et mythologiques. Mais à chaque fois, ça aura du sens. Oui, en effet, Lubu pleurait le jour de son exécution, mais la réalité, c'est parce qu'il pleurait d'ennui en bâillant. Oui, Apollon avait en effet dit « connais-toi toi-même ». Mais son message, il n'était pas orgueilleux, bien au contraire, on l'a juste mal interprété. C'est une des plus grandes capacités du manga. Reprendre un mythe, le faire sien, créer quelque chose de nouveau qui le rendra sensé à sa manière. Pour ça, je vais prendre la création de mon personnage préféré. Je vous en parle tout le temps, mais je vais vous parler de Qin Shi Huang. Sa création, elle est magnifique. Qin Shi Huang, il est inspiré du vrai Qin Shi Huang, l'empereur qui a unifié la Chine. Le gros souci, c'est que celui du manga et le vrai sont très différents. Le vrai a massacré beaucoup de monde. Celui du manga, on vous le montre comme un roi très bon et très gentil. Sauf qu'il y a une raison à ça. Une raison exceptionnellement bonne que le manga avait donnée. Qin Shi Huang n'est pas Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, c'est Qin Shi Huangdi. Et Huangdi, c'est le premier empereur de Chine. Et cet empereur, il affronte Chiyu. Qu'est-ce que Qin Shi Huang fait dans son flashback? Il affronte Chiyu. Il le bat et devient le premier vrai empereur de Chine. Désolé, mais remanier des mythes de cette manière-là, je trouve ça génial comme manière de faire. Pour moi, ça relève presque du génie. Et ça, c'est que le premier point du personnage. Parce qu'à un moment, se battre, il utilise l'épée de Gujian, qui est une vraie épée qui a existé, qui est un artefact. Et cette épée, c'était celle du roi Gujian, d'où le nom, qui a servi à mettre un terme à l'époque printemps et automne, qui est l'époque juste avant celle de Qin Shi Huang, celle des royaumes combattants. Le personnage est atteint d'une synesthésie des neurones miroirs, qui fait qu'il ressent la douleur des gens, rien qu'en la voyant. Son peuple souffre, donc il souffre aussi. Le roi est la même personne que son peuple. Je m'arrête là, mais j'ai fait plein de threads sur le personnage sur Twitter. Et je vous ferai sans doute une vidéo d'analyse dessus un jour. Jetez un œil, je vous donnerai les liens. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre une chose simple. Chaque personnage est créé avec ce niveau de détail et avec ce niveau d'attention. Chaque personnage est fait avec cette unicité et cette capacité. Nouveau point qui fait que le manga est génial, je sais que vous attendiez ça. Oui, parce que j'ai pas fini, la vidéo elle est pas finie du tout. On a assez parlé des mythes, on a assez parlé des personnages, de leur réinterprétation. On va s'intéresser à l'histoire et à l'écriture pure et dure. On va s'intéresser surtout à comment ces personnages interagissent entre eux. Jamais vous n'auriez pensé voir une opposition entre Jack l'Éventreur et Héraclès. Pourtant elle est logique. Il y en a un qui représente une vie de débauche et d'horreur, l'autre une vie pleine de sacrifices, de travail et de rigueur. Tous les opposent. Et ça, vous allez le voir très souvent, hein. Un combat entre rois, un combat entre scientifiques. Chaque combat a une raison. Et chaque raison aura du sens. C'est ce qui fait que le manga est bien construit. Pourquoi Thor affronte Lubu? Parce que les deux, c'est les plus forts. Les deux règnent sur le ciel. L'un, c'est la foudre, l'autre, le général volant qui regarde les cieux en permanence, et qui donc provoque les cieux. Chaque personnage est lié à un autre. C'est toujours comme ça, en permanence. Chaque combattant est lié à l'autre combattant. Chaque combattant partage leur destinée. Il y a une opposition,
et on se rend compte qu'il y a plus de points communs qu'on peut le croire au début. Shiva aime détruire, Shiva aime se battre. De l'autre côté, Raiden, il déteste ça. Il a fait du mal en se battant, on lui a interdit des techniques, depuis, il a peur de se battre. Il aime pas ça. La justesse des personnages. C'est ça qui fait leur intérêt. Vous voyez Zeus aimer se battre et vouloir tout détruire, être en permanence le premier à attaquer. En contrepartie, on vous propose et on vous présente Adam. Lui, il fait que se défendre, et il se bat pas par vengeance ou par haine. Il se bat par amour, pour protéger ses enfants. C'est le point de vue de deux pères, strictement différents. Et pourtant, souvent, de cette différence, l'appréciation, elle naît. On finit par apprécier son adversaire. Même si les deux rois, ils s'affrontent pour des raisons différentes, ils se reconnaissent. Ils savent que le mec en face d'eux, lui aussi, il mérite d'être sur le trône. Mais il y a un gros problème. Il y a un seul trône. Pour certains, la science est un outil qui permet de se diriger vers l'avenir, la possibilité d'une brillance parfaite, le futur. Pour l'autre, la science est un outil qui lui permet de rejoindre son passé et de pouvoir peut-être enfin tourner la page. Les personnages sont aussi différents qu'ils sont pareils, tout ce qui change, c'est leur point de vue. Et comme leur principale différence, c'est juste un point de vue différent, ça fait que ils peuvent tout à fait se comprendre en fait. Ils sont tout à fait capables de comprendre celui qui est en face d'eux. Si les opinions divergent, les vécus sont les mêmes, les passions sont les mêmes, c'est comme ça. Et c'est ces combats et cette dualité-là qui fait qu'on apprécie les personnages, qu'on les aime autant que ça. Vous allez détester voir ces personnages se battre. Vous pleurerez la mort de votre protégé à la fin de son combat. Mais à chaque fois, vous allez apprécier découvrir un nouveau personnage. À chaque fois, vous en voudrez plus. Vous voudrez son flashback, son développement, son chara-design. Les combats du manga ne sont même pas une fin en eux-mêmes. Alors que pourtant, c'est un manga de tournoi, ça devrait être l'objectif complet. Mais là, non. Le Ragnarok est un prétexte pour vous proposer des oppositions et des solutions. Les combats sont un prétexte, un simple prétexte pour faire interagir ces personnages. Un prétexte qui tout au long vous fera comprendre un message on ne peut plus simple. Si les dieux ont en effet créé l'homme à leur image, alors il y a une raison de logique au fait qu'ils se ressemblent. Dieu et humain, ils sont au final pas si différents que ça. Oui, ce passage de la vidéo, il était dense et il était long. Et je me suis sans doute beaucoup trop emballé au moment de l'écriture, mais j'ai pris un malin plaisir à débiter tout ça. J'avais vraiment envie de le dire. On se recentre un petit peu, on en a besoin. Je me repose un petit peu aussi parce que... voilà. On a abordé la deuxième grande partie de la vidéo. Oui, il en reste encore une. J'espère que vous êtes encore en vie. On a vu les inspirations du manga, sa création, les personnages. Bon, les personnages, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, à mes yeux, c'est la plus grande qualité du manga. Mais c'est pas fini pour autant. Parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire. J'ai encore quelques messages à vous transmettre. On va parler de la gestion de l'œuvre en elle-même, de son suspense et de son message. On va atteindre l'apothéose. Vous le savez, un de mes plaisirs avec ce manga, c'est de réussir à trouver les points communs entre futurs combattants. Les potentiels thèmes des combats en fait. Et le grand point fort, c'est que chaque match-up est logique. Mais que même actuellement, à l'aube du 11e round, chaque combat fait sens. Attention, spoil. Si Simo affronte Anubis, c'est la mort blanche qui affronte la mort elle-même. Si Rasputin affronte Anubis, c'est l'immortel qui affronte la mort elle-même. Si Rasputin affronte Loki, la malice et les sales coups contre la malice et les sales coups. Si Nostradamus affronte Loki, ça marche aussi. Parce que quand on voit Nostradamus et Loki, c'est la même personne. Le manga arrive et sait toujours comment nous surprendre. T'as plein d'indices qui te mènent à arriver à cette conclusion, et pourtant, toutes les autres conclusions étaient à peu près tout autant valides. Ça s'appelle savoir gérer son récit. Mais le plus intéressant, le plus impressionnant, c'est même pas ça. Le plus impressionnant, c'est que le truc qui intéresse les fans à l'heure actuelle, le truc qui intéresse principalement les gens maintenant, c'est même pas le tournoi. Le tournoi, c'est le truc principal du manga, mais ce qui intéresse les gens, c'est le sous-texte. C'est ce qui se passe dans les coulisses. Est-ce qu'il y aura un rune secret? Qu'est-ce que Odin cache? Pourquoi Brunhilde veut le Ragnarok? Tout ça, il y a une raison. Et je vous promets que ça va vous intéresser. Et on ne sait toujours pas ce que c'est. C'est pour ça qu'il y a autant de théories dessus. C'est pour ça qu'il y a autant de théories sur ma chaîne. Parce que oui, encore à l'heure actuelle, tout ça, c'est possible. Et surtout, ça se produit. Le récit s'accélère. Le récit, c'est encore avoir des rebondissements et se montrer toujours plus intéressant alors que la fin arrive. Dites-vous que l'année dernière, on a une révélation aussi choquante que celle du continent obscur de Hunter x Hunter. Et franchement, la révélation du continent obscur, j'ose le dire, c'est la meilleure révélation de manga que j'ai vue de toute ma vie. Les auteurs savent mettre le suspense où il faut, et ce malgré des défauts vis-à-vis de la gestion de certains personnages, notamment Odin. On a compris que c'était un méchant très méchant. L'appui à ce niveau-là, c'est juste ridicule. On n'a pas parlé de technicité, de dessin, tout ça, mais je suis pas sûr qu'il y en a vraiment besoin, là. Le manga est beau, vous l'avez vu, voilà, vous l'avez vu à travers la vidéo, de toute façon. Vous savez, le manga, il est beau. Chaque mois qui passe, on voit les prouesses techniques des dessinateurs. Chaque mois qui passe, on voit ce qu'ils ont créé. Le découpage, pas en reste, quasiment toujours des bonnes idées. À titre personnel, je trouve juste que ça manque de plans contemplatifs et de décors. Les mangakas savent très bien le faire, et au final, on a très rarement des doubles planches sans bulle de dialogue. C'est plutôt dommage. Leur plus grosse qualité, ça réside dans l'expression des personnages. Cette dernière, elle est toujours très réussie, et elle vous fait toujours ressentir des choses. Ça, c'est très le bon point à ça. Passons au point qui amène la conclusion de la vidéo.
c'était long. Mais ben, le dernier point, il sera long aussi. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Si j'ai fait cette vidéo, c'est déjà pour vous exprimer l'amour que je porte à ce manga. Parce que oui, si c'était pas assez évident, j'aime beaucoup ce manga. C'est une œuvre qui m'a accompagné, c'est une œuvre qui m'a aidé, c'est une œuvre qui, encore aujourd'hui, marque mon quotidien de bien des manières. Donc, je me sentais un petit peu obligé de faire un hommage à tout ça. Mais un autre point dont j'avais envie de parler, c'est la philosophie. Vous le savez depuis le temps, la philosophie, j'aime bien ça. Pas un pro du domaine, j'ai quelques connaissances tout au plus, mais j'ai beaucoup de limites et beaucoup de lacunes. C'est le fameux tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ma philosophie de vie, elle est simple. Je suis optimiste, j'aime à croire qu'on peut faire le meilleur, être de meilleures personnes, et que l'humain est souvent motivé par cette volonté. Ok, on détruit. On est très bon dans la destruction, on peut pas s'empêcher de se taper dessus. Mais étonnamment, même malgré tout ça, on trouve toujours un plaisir à créer. On aime lire, on aime parler, on aime réfléchir et on aime dessiner par exemple. L'humain, c'est un être aussi amoureux de la destruction qu'il est amoureux de la création. Et je suis grand amateur des messages d'espoir. J'aime bien qu'on me dise que le pire existe, mais j'aime surtout qu'on me dise que ok, le pire existe, mais le meilleur existe aussi. Et Valkyrie Apocalypse, c'est, je trouve, l'œuvre qui, en tout cas pour moi, transmet le mieux ça. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je parlais de Saint Seiya. En fait, je parlais pas tant de Saint Seiya, j'ai un peu triché, je parlais surtout de Saint Seiya, The Lost Canvas. Vous allez voir les personnages mourir, c'est un fait. Mais tous les personnages, ils vont se battre pour un but commun. Et c'est ce qui fait que c'est intéressant, parce que même s'il y a ce but commun, ils ont tous une raison différente qui les motive à se battre pour ce but commun. Valkyrie Apocalypse est passé maître dans l'art de ses messages. Le vrai point fort du manga, son plus grand point fort, c'est ses messages et la manière dont il les gère. Si le manga veut vous parler du mal, il vous montrera que même l'ombre la plus sombre, il y a de la lumière dedans. Ça n'excusera en rien ce qu'elle a fait, mais c'est aussi cette pardon qui fait que nous sommes humains. Certes, la science sert à tuer bien trop souvent, mais on oublie le nombre de fois où elle a servi à sauver. Un roi règne, mais est-ce qu'il veut pas le faire en prenant soin des siens? Et si parfois suivre sa passion et arrêter de se sacrifier pour les autres, c'était pas un moyen de vivre de manière digne? Si un homme moins talentueux que les autres, mais un homme tout de même talentueux, s'entraîne d'arrache-pied, est-ce qu'il peut réussir à briser le plafond de verre entre lui et les génies? Vous aimez ces messages, vous aimez ces questions, vous aimez ces thèmes, vous aimerez Valkyrie Apocalypse. C'est des questions de philo qui sont simples, simplistes même, mais plus c'est simple, plus on en parle, et plus c'est intéressant. Pour Socrate, le talent existe. Quelqu'un sans talent ne peut pas surpasser un génie à force de travail, mais un génie qui travaille, il est inégalé. Le mal existe en l'homme, mais c'est la société qui le force à s'assagir. Ça, c'est selon le contrat social de Hobbes. Des questions sur le libre arbitre, des questions sur l'amour, vous en verrez beaucoup. Parce que c'est ça l'essence du manga. Vous verrez toutes ces questions. Vous les lirez, vous les verrez dans chaque combat. Mais surtout, vous verrez une affirmation. Une affirmation qui, tout au long de l'œuvre, revient dans la bouche, humain comme divin. Oui, on se ressemble plus que ce qu'on croit. Oui, parfois, nous aussi on fait fausse route. Nous aussi, on vit des drames. Peut-être qu'au final, on est les mêmes. Mais il y a une affirmation en particulier qui, à mes yeux, est la plus belle et la plus représentative du manga. Je suis obligé de la paraphraser. L'humanité est pleine de rancœur, sans espoir, oppressive, envieuse, vindicative, feignante, belliqueuse, rebelle, lubrique, désespérante, cupide, hostile, égoïste, matérialiste, vile, orgueilleuse, injuste. Et pourtant, même malgré tout ça, j'aime l'humanité. Certains pensent que l'humain ne fait que reproduire ce qu'il voit. L'homme n'est pas un loup pour l'homme est un caméléon pour l'homme. Ainsi, si on ne fait que le bien autour de nous, bah tout le monde ferait le bien et il n'y aurait plus de mal. Et si on fait le mal autour de nous, uniquement le mal, il n'y aurait que le mal autour de nous, et il n'y aurait pas de bien. Ça n'existerait plus. Mais on sait tous que c'est pas possible. Parce que parfois, en voulant faire le bien, on fait le mal. Le chemin de l'enfer, il est pavé de bonnes intentions. Et c'est pas possible, non plus, de faire que le mal. Il y a forcément un moment où on fait quelque chose de bien, même sans s'en rendre compte. La seule chose qui importe vraiment, c'est d'essayer de faire plus de bien que de mal. Pour nous, comme pour les autres. C'est Béléus, et je vous dis, salut à tous.